Marie-Joseph de Corriveau est entrée dans la mémoire collective en raison de sa célèbre cage. On a souvent dit que la terrible punition infligée à la Corriveau était peu connue dans le monde français. Qu'en est-il exactement? À la fin juin 1759, la flotte britannique commandée par James Wolfe arrive devant Québec. C'est le début d'un long siège, durant lequel la capitale est bombardée quotidiennement. Le 13 septembre 1759, les armées françaises et britanniques s'affrontent sur les plaines d'Abraham. Québec capitule 5 jours plus tard, puis, un an après, la colonie française rend officiellement les armes. C'est la fin de la Nouvelle-France et le début de ce qu'on appelle le régime militaire. Québec et sa région tombent sous la juridiction du gouverneur James Murray. C'est dans ce contexte que se déroule le procès de Marie-Joseph de Corriveau. Saint-Vallier, fin janvier 1763. Louis Daudier est retrouvé, assassiné. Les soupçons se portent vers Joseph Corriveau, dont les violentes querelles avec son gendre sont bien connues des gens du village. Le père Corriveau est arrêté, ainsi que sa fille Marie-Joseph, accusée de complicité. Ils sont emprisonnés à la Redoute royale, à Québec, en attendant leur comparution devant une cour martiale anglaise. Le 15 avril 1763, après quelques rebondissements, Marie-Joseph de Corriveau, 30 ans, est finalement reconnue seule coupable du meurtre de son mari. Le tribunal, composé d'officiers britanniques, la condamne à mort par pendaison. Son corps sans vie est ensuite enserré dans un assemblage de chaînes et de fer et exposé à la croisée des chemins à la Pointe-Lévis, où il restera pendant 5 semaines. Cette sentence, si impressionnante qu'elle puisse paraître, est-elle extraordinaire ou inhabituelle aux yeux des Canadiens du 18e siècle? Eh bien, non. L'exposition post-mortem au gibet, à proximité d'un lieu passant et bien à la vue, est une coutume très ancienne en Europe. Servant d'avertissement aux criminels potentiels, cette pratique se voulait aussi une démonstration spectaculaire de la justice. On l'employait plus généralement pour les meurtriers, les pirates et les voleurs. Pendant des siècles, des condamnés à mort ont été exécutés puis laissés à pourrir au gibet de Montfaucon, à Paris, visible plusieurs lieues à la ronde. Il pouvait accueillir jusqu'à 50 corps simultanément. Ironie du sort, celui qui les a fait construire au XIIIe siècle, Enguerrand de Marigny, y a aussi fini ses jours. Le gibet de Montfaucon a été utilisé jusqu'au XVIIe siècle. Si cette pratique était connue dans le monde français, elle était beaucoup moins utilisée à l'époque de la Nouvelle-France. Le corps de certains condamnés était parfois exposé publiquement après l'exécution, mais c'était pendant un laps de temps très court. La mise au gibet proprement dite, avec armature de fer, n'a pas été pratiquée en Nouvelle-France. Dans le monde britannique, le gibbeting devient au contraire d'usage courant au XVIIe et XVIIIe siècle. Le corps encagé peut demeurer suspendu pendant un temps qui varie selon les actes de condamnation. En 1751, par exemple, un certain Tom Coley est condamné pour double meurtre. Son corps est suspendu à une croisée des chemins. On croyait ainsi que son fantôme, troublé par toutes ces routes, ne saurait laquelle emprunter pour chercher vengeance. Chose certaine, James Murray était sans doute loin de deviner qu'en signant l'arrêt condamnant Marie-Joseph de Corriveau à être suspendue dans les chaînes, il serait à l'origine d'une série d'événements conduisant à l'élaboration de l'une des plus célèbres légendes du Québec.